Bonsoir à tous, nous sommes le 21 juillet 2024. Je fais ce live tweet sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur de recevoir Agnès Turnauer. Bonjour Agnès, Bonjour Thomas, trop merci de content me que tu sois avec recevoir. nous. Bah ouais, trop content. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission et on posera les questions à la fin à Agnès. Et puis, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Déjà 89 heures d'interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des nouveautés, parce qu'il y en a tout le temps là. En ce moment, je mets plein de trucs, donc abonnez-vous. J'ai mis à jour aussi les playlists de la chaîne YouTube. Si vous allez voir, vous allez fouiller un petit peu. Il y a plein de trucs super, d'histoire de l'art, voilà. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Et puis, n'hésitez pas à les partager, même si ça fait longtemps qu'elles ont existé, ces émissions, puisque ce n'est pas des émissions d'actualité, mais des émissions de fond. Et puis, on va parler de l'actualité de la chaîne YouTube Les Apparences, puisque grâce à Nathalie Herbelin et Nicolas Gosserand, conseillers en programme contemporain du musée d'Orsay, le musée d'Orsay offre une carte blanche aux apparences avec le jour des peintres, le 19 septembre prochain, une journée que nous avons conçue avec Nicolas Gosserand et les équipes du musée. 80 peintres des apparences seront disséminés dans la nef du musée d'Orsay, dont Agnès. Bibi. Chaque artiste occupera un emplacement choisi auprès de son tableau dans une interstice de l'accrochage en écho avec les collections du musée d'Orsay. En plus d'un panorama sans précédent sur la création picturale du moment, les visiteurs auront l'occasion de pouvoir échanger avec les peintres autour de leur travail, de leur parcours, de leurs intentions. Et Scoop, on peut réserver dès maintenant. Donc vous pouvez réserver sur le site du musée d'Orsay. Voilà, le jour, ça sera donc le 19 septembre de 14h à 21h30. Et si vous avez des problèmes pour réserver au musée d'Orsay, n'hésitez pas à contacter le musée d'Orsay et pas moi, parce que moi, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, mais voilà, donc vous pouvez déjà vous réserver vos places. Et donc, parmi les peintres, bah, voilà, vous les connaissez tous, hein, puisqu'ils sont tous passés dans les apparences. Donc, il y a Ivan Nielsen, Florence Aubrèche, Axel Palavi, Simon Pasieka, François Petrovitch, Anne-Laure Sacris, Christine Safa, voilà, j'ai vu un peu en bordel, François Boiron, Katia Bordarès, Jean-Baptiste Boyer, Guillaume Bresson, Raphaël Barontini, Abdelkader Benchama, Céline Berger, enfin voilà. Ils sont tous là, ça va être super. Et donc, venez bien le 19 septembre à vos agendas et vous pouvez déjà réserver les places. Alors, Agnès, on est parti. On va commencer. Je t'ai demandé cinq Allez. de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et donc, tu m'en as proposé cinq. Et tu es la première de toute l'histoire des apparences à nous proposer un ordre non chronologique. Mais on va quand même commencer avec un tableau qui est le plus ancien, qui date de 1995, qui s'appelle Big Big et Bang Bang. Il fait 2,5 m sur 1,70 m. C'est une acrylique sur toile, marouflée. C'est une acrylique sur toile, marouflée sur toile. J'ai écrit ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, c'est bien D'accord, écrit. c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, pourquoi ce tableau? Pour commencer. Bon, alors déjà, ça a été un casse-tête total de choisir ce sujet, bien évidemment, Ouais. parce que comme je travaille en série et que voilà, mais mais j'y suis arrivée et ça, c'était une évidence qu'il y ait un tableau de cette série-là. Parce que, parce que c'est en fait, c'est le premier moment dans ma vie de peintre, alors que je peignais déjà depuis très longtemps, parce que j'ai le souvenir des souvenirs d'enfant de sérieusement peindre, sérieusement commencer à peindre pour toute ma vie. Vraiment, il y en a un accroché derrière moi quand j'avais 3 ans, qui est très grand, fait 1,80 m, donc dont je me souviens très bien d'avoir des questions picturales, de comment traiter l'échelle, le cadrage, etc. Bref, bien longtemps après, dans cet atelier, un jour, dans cette grande conversation avec la peinture, il y a ces deux formes qui ont surgi. Et je me suis dit, je touche terre. En fait, c'était comme s'il y avait eu une grande traversée et que tout d'un coup, je sentais que je touchais terre. J'étais arrivée dans un endroit, voilà, et que en même temps, ce qui surgissait dans le tableau, c'était une forme avec laquelle j'allais pouvoir être plus en conversation. Donc cette espèce de forme anthropomorphe, je ne sais pas d'où elle est venue, en dehors du fait que c'est un geste qui est vraiment à l'échelle du bras, qui est fait sans repentir. Et donc, c'est pour ça que la technique de la toile marouflée s'est imposée parce que j'étais dans mon atelier, j'avais pas acheté plein de formats de 2 mètres par 2 en me disant je vais faire des formes comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Et donc, pour pas empouler mon geste entre réussir et rater, je travaillais sur de la toile libre que je marouflais ensuite sur une toile sur châssis. Et voilà, donc de ce premier tracé très préhistorique, hein, très primitif même, plus que préhistorique,
de ce premier tracé très primitif qui ancre quelque chose dans le sol de la peinture et de cette conversation entre la peinture et moi, sont venus ensuite tous les tableaux. Donc c'était vraiment, c'est la première série qui a ouvert toute la suite. Et aussi, c'est important de en montrer un parce que c'est vraiment un geste auquel je reviens tout le temps dans ma façon de travailler qui n'est pas linéaire mais circulaire. C'est-à-dire que je positionne mes séries autour de moi et je suis un peu comme un gardien de troupeau. Je m'occupe de chacune, on discute ensemble, etc. Euh, c'était euh, C'était important de montrer celle-là. Non, et surtout, j'ai vraiment besoin physiquement de refaire j'appelle ça comme un carottage qu'on ferait en géologie. J'ai vraiment besoin dans mon corps, parce que pour moi, vraiment, la peinture, elle est dans le corps, de repasser par ce geste régulièrement, de le reconvoquer, refonder mon rapport à la peinture avec cette figure de l'altérité. Parce que je pense que ce qui m'a mené depuis tout le temps de cette premier tableau d'enfance, c'est vraiment la question de l'altérité, de cette question du tableau comme autre avec lequel je vais entrer en conversation et que nous allons nous modifier mutuellement au fur et à mesure de la conversation. Et alors là, on est en 1995. Mm. Et toi, tu es sorti je crois, des Arts Déco où tu avais fait de la vidéo en 1985 ou quelque chose comme ça. Et tu es toute seule dans ton atelier. Je crois que tu n'as pas beaucoup de relations avec les gens. Tu es, très isolée à travailler comme ça. C'est ça? C'est à ce moment-là le contexte? C'est complètement ça. C'était même ça avant parce que quand j'ai revu des gens qui étaient avec moi aux Arts Déco, ils n'avaient aucun souvenir que j'étais aux Arts Déco. Donc je pense que j'étais un fantôme. Hmm. Euh, mais j'avais déjà mon atelier, ça c'est sûr. C'est que dès que j'ai pu avoir un petit budget pour avoir un logement, un studio, j'ai pas pris un studio. J'ai trouvé un vieil atelier au-dessus d'un garage qui était très grand, inchauffable, mais j'avais mon atelier et je poursuivais ce travail de peinture qui était encore une espèce de grand brassage avant d'arriver au Big Big de plein de choses et très performatif, toujours très dans le geste, dans l'expérimentation. Et, euh, Parce que là, on pourrait dire que ce tableau-là, il est quand même assez radical, hein. Donc, comment tu t'es situé? C'est dû au fait que toi, tu étais toute seule tout le temps? Ou alors tu regardais quand même d'autres artistes qui t'ont nourri pour arriver à ça? Enfin, comment ça s'est passé pour alors arriver à ça, ce geste aussi radical dans son coin? c'est une Généralement, très il faut se bonne frotter un peu. question. Ouais, ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Je regardais énormément la peinture dans l'histoire de l'art. Parce que, en Hmm. fait, euh, j'ai un père architecte avec qui on est allé un peu au musée, mais assez tardivement. Et en fait, vraiment, je regardais énormément les livres et les livres qui m'ont parlé tout de suite, c'était les primitifs. Sans doute parce que enfant, j'ai peint tous les jours à la gouache et Hmm. vraiment, vraiment tous les jours, j'ai pu passer vraiment plusieurs années à la maternelle avec un coin dans la classe avec une école publique, hein, rien de Hmm. particulier, mais juste un endroit où il s'est passé un truc. J'avais des pots, des feuilles et je peignais continuellement. Donc il y a ce rapport de conversation avec cet espace, ce format de la gouache et effectivement beaucoup de lectures. Je passais ma vie dans les livres et j'ai beaucoup regardé les primitifs et pourquoi ils me sont tombés dans l'œil, je pense, parce que chez les primitifs, il y a cette espèce de conjonction entre le fait de représenter, alors évidemment, l'histoire des évangiles, etc., mais comme Rossellini, quand il filme les Saint-François et les Fioretti, Hmm. c'est hyper performatif, c'est-à-dire que euh, on raconte une histoire, on la condense dans un espace qui n'est pas tridimensionnel, mais qui est plat, mais qui a l'air tridimensionnel. Les personnages, on leur donne une échelle avec les bâtiments, parce que tout d'un coup, il faut soutenir une église, alors on vient apporter son épaule, on fait des trucs. Et il y a en plus ce langage donc il y a à la fois une suavité, une beauté inouïe, une chromie, une douceur et une puissance, et le langage qui vient aussi traverser.
comme une matérialité dans les annonciations et tout. Donc, je pense que j'ai été, pour des raisons personnelles, très, très vite happée par une peinture qui est à la fois conceptuelle, mais totalement sensuelle et totalement qui ne fait aucune catégorie entre quelque chose qui a raconté, quelque chose qui a figuré, voilà. Et ça m'a parlé. Et moi, j'ai toujours eu besoin, sans doute, parce que dans mon histoire personnelle, j'ai un frère qui ne parlait pas à l'époque, qui n'a pas parlé Hmm. pendant très longtemps et qu'on était très proches. J'ai toujours eu besoin, sans doute parce que ça m'a sauvée, que ça me parle. Et donc, j'ai trouvé dans toute l'histoire de la peinture, et c'est vrai que du coup, souvent dans la peinture, une peinture conceptuelle, même chez Velázquez, même chez les Ménines, enfin, tous ces dispositifs picturaux qui sont très éloquents et très sensuels aussi, j'avais besoin de cette capacité que ça me raconte quelque chose. Donc, c'est vrai, et pour revenir à ta question très juste, mais alors après, qu'est-ce qui m'a traversé à un moment de résolution? Parce que la vie d'un peintre, c'est vraiment comme ça, des grands moments de résolution picturale qui nous traversent et Hmm. de choses qu'on pressent, mais que nos gestes vont venir euh, aboutir dans l'espace du tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais il y a eu un moment de résolution picturale avec cette forme et qui m'a captivée. Je me suis mise à peindre ces formes tous les jours et à voir que selon le côté rêche ou moins rêche ou le pigment que j'utilisais, elles se racontaient entre elles parce qu'elles sont souvent deux. Hmm. Elles sont dans un état de contemplation. Elles sont presque des intermédiaires entre nous et la picturalité, mais que toutes ces petites détails de leur corporéité euh, racontaient des choses différentes. Donc, il y avait quelque chose, tu as raison, de très minimal, mais à la fois de très, comme là, sont dans un paysage avec un soleil, voilà. Mais en même temps, je me demande quand même la question de la confiance que tu devais avoir à cette époque-là, parce que tu étais quand même, enfin, il faut quand même avoir confiance pour faire un tableau de 2 mètres de haut, faire un geste comme ça, faire un objet aussi grand. C'est dans un contexte en 95 où c'est pas forcément le contexte le plus bienveillant vers la peinture en France. Tu parles? Ouais, C'était carrément, bah non, ouais, on viendra tout à l'heure, mais quand j'ai fait l'expo, on a ressorti le catalogue au Palais de Tokyo ouais. en Ça, on en parlera 2003. après. Ouais, ouais. Tout le monde disait, mais de la peinture au Palais de Tokyo. Bref, Hmm. écoute, c'est vrai, mais je crois que c'était ma foi, quoi. C'était ma ferveur. Mais Plutôt tu le t'en mot rendais compte ou pas ferveur. que enfin, c'était quoi le geste en fait? Parce que toi, tu avais très confiance en toi et tu disais, bon, bah, j'y vais. Ou, enfin, comment tu dirais que Non, c'est, j'avais pas le choix, c'était une nécessité. je ne peux pas Je ne sais pas. pas Ok. si j'avais confiance en moi, mais j'avais besoin de faire ça. En tout cas, je Hmm. sais que j'avais déjà peint beaucoup, puisque j'ai des rouleaux et des rouleaux de choses que j'avais fait avant. Hmm. Mais j'ai senti que j'ai senti qu'il y avait une présence, qu'il y avait quelque chose qui se disait, qui s'était établi là. Et puis ça m'a happé, donc j'avais besoin de continuer, continuer, Hmm. continuer. Donc j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait, mais moi, dans toute ma vie de peintre, je ne sais jamais pourquoi. C'est Hmm. vrai, hein, je ne sais jamais. D'autant plus que j'ai pas appris à peindre, parce que j'ai pas fait d'école de peinture. J'ai fait un diplôme de cinéma. Je n'ai jamais su pourquoi vraiment j'étais traversée par telle ou telle chose à un moment, même si au final, il y avait une espèce de cohérence évidente dans tout ça. Mais les formes, leurs techniques, qui sont en plus, il y a souvent des variations techniques dans mon travail, elles se sont vraiment imposées. Et Hmm. voilà. Et après, Et là, par exemple, dans ce tableau-là, la ligne, parce que je pense à ça parce que tu parles de préhistoire et tout ça. Bon, la ligne, elle est quand même ambiguë parce qu'il y a deux couleurs, non? C'est ça? Il y a deux couleurs c'est un verdâtre qui est marronasse. Enfin, il y a ouais. si on regarde de près, il y a quand même deux couleurs dans ce geste-là. Ça, c'est quand même, d'un coup, ça, Alors, c'est parce que improvisé ou c'est. bah, ouais, je peux te dire que dans cet atelier qui était dans le 13e, il y avait des Hmm. pots de pigments et que les formes, je les faisais avec du pigment et du liant. Donc, elles pouvaient être mixtes et ça variait tous les jours, en fait. C'est-à-dire, tu Donc, mélangeais les pigments purs, c'est-à-dire de la poudre, avec ouais, un liant. Ok. Ouais, ouais. donc, tu faisais vraiment du Et en primitif. plus, Ok. souvent, les formes, tu les vois, elles sont presque sèches sur la toile. Mhm. C'est ce qui fait aussi le côté oui, c'est à la brosse sèche. Donc, Mhm. ouais, je me souviens que c'était vraiment
enfin, je me souviens, c'est une brosse particulière et qui Oui, quand tu vieillit. parlais de sec, de frottement contre la surface. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, le contraste d'un coup de matérialité, c'est-à-dire qu'on sent bien que le fond est beaucoup plus liquide, et beaucoup plus aquarellé presque. Ça, c'est. Le bleu, tu veux dire le Ouais, socle bleu? ouais, ouais. Complètement. Ouais, ouais, il est complètement liquide, absolument. Ouais, ouais, Mais ça, tu l'as absolument. fait après, non? C'est ça? Tu l'as. Oui, Ouais. alors, exactement. C'est-à-dire que quand je sentais que que le geste était incarné et que Mhm. ça me raconte, ça ancrait quelque chose, après, je marouflais. Et alors, parfois, j'intervenais avant le marouflage, parfois, je continuais en cours de route, mais là, je pense que le bleu liquide, il a été fait, je pense qu'il a quand même été fait avant le marouflage. Et ensuite, Mhm. j'ai continué avec la sphère orange. Et, Et quand tu fais ce genre de composition, tu dessines avant ou pas tu du jettes dans tout. le... Tu jettes tu jettes sur la toile, quoi. Ouais. Ouais. Mais d'un coup, il y a du ratage ou il y a des choses que tu jettes, il y a des... ou Non, j'ai tu jeté. récupères tout. Il y a peu de tracés. Il y a des tracés que j'ai jetés, mais finalement pas tant que ça, parce que finalement le fait de pas me dire, oh là là, j'ai un énorme objet châssis, Mhm. beaucoup de temps, d'argent, Oui, la toile, c'est plus souple. Ouais. ça me m'ampoule, comme je dis, ou ça me stresse. Du fait que je peignais sur de la toile libre, Mhm. ça me libérait, et du coup finalement il y en a très peu que j'ai pas gardé. Alors, on va passer au deuxième tableau. Et le deuxième tableau, il date de 2020. Donc, comme ça, on se prend 15 ans dans la gueule d'un coup. Et comme tu as dit que que tu n'as pas ce rapport au temps linéaire, donc voilà, Ouais, alors attends, on faut que je suit ce descende avec rythme. mon ascenseur pour Je le t'en prie. voir. Donc, c'est avec Langage 7. Et là, Mm. tu nous parlais de ton frère qui avait mis du temps à parler. Et c'est aussi un objet dans ta peinture, c'est qu'il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de mots. Ouais, Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça sur ce voilà, tableau-là? ça y est, Ouais. j'ai trouvé. Alors, ce que je peux dire sur ce langage, c'est qu'on voit deux tracés très rêches aussi, bruns. Donc ça, Mhm. c'est des restes de la forme, mais ça, c'est un format moins grand. Et en fait, ce sont des toiles que j'ai gardées et que j'ai recadrées. C'est-à-dire que j'ai recadré sur des choses qui ressemblaient au Big Big qu'on a vu précédemment, avec Mhm. ces tracés verticaux rêches. Et là, ce qu'on voit qui est intéressant dans le langage, c'est que à gauche, il y a un rose qui est Ouais. passé au dos de la toile. Donc, j'ai aussi le fait de travailler sur de la toile libre m'a permis aussi de traduire à ma façon ce truc énorme pour moi qui est cette spatialité de la peinture, cette espèce de chambre que je percevais dans ces tableaux du Quattrocento, avec cette notion aussi de réciprocité qui est devenue très vite super importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement deux personnages qui sont en train de regarder, d'être dans un... Il y a aussi comment on interfère la peinture et moi et comment on se parle en fait, comment on se répond mutuellement. Et du coup, de travailler sur le dos de la toile, ça induisait quelque chose sur ce de face de dos. J'ai beaucoup joué ça après avec cette question du modèle. Est-ce qu'on est de face de dos, qui on regarde, vers où on regarde, etc. Et, euh, et ça induit, donc dans les Big Big qu'on a vu au départ, petit à petit, j'ai commencé à les cadrer, à coller des choses, à intervenir avec du scripting, comme dit Barthes, c'est-à-dire des éléments de langage qui ne sont pas forcément de l'écriture, mais qui peuvent en être, en tout cas du langage potentiel, du tracé. C'est un autre type de tracé que les Big Big. Et là, c'est du tracé avec du scotch, avec du feutre. Et dans celui-là, qui est effectivement beaucoup plus tard que le Big Big, mais Ouais. qui garde en palimpseste ce tracé primitif, il y a ce mot, c'est toute une série avec le mot qui fait volte-face dans l'espace de la toile. Donc là, on a langage. Et donc, ça induit, puis il y a cette boucle au milieu, ça induit cette espèce de, de face à face mobile extraordinaire qu'on a avec l'espace de la peinture, qui est tout le temps mouvant, parce que plus on la regarde, plus elle nous ouvre des choses et plus elle nous transforme. Donc, à la fois, on est transformé en peignant, mais on est transformé en regardant aussi. Et, Voilà. Donc, et là, le scotch, alors ce qui est drôle, parce que tu as deux éléments qu'on on retrouve avec Alexandre Lenoir que j'ai invité la dernière fois.
c'est que lui aussi, il peint dans le dos et il laisse aussi des scotch bleus comme ça sur les toiles. Donc, c'est vraiment un hasard, mais ça, c'est quand même étrange comme geste de laisser du scotch. Alors attends, il faut que je remonte parce que voilà. Là, le scotch, c'est du scotch bleu que tu as laissé. Ah non, c'est pas du scotch, c'est de la peinture? Non, c'est du Si, scotch si, bleu. si, c'est Ouais, des ouais. scotch très larges que Ah j'ai ouais, c'est peints. ça. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le scotch. J'en ai utilisé beaucoup dans cette période où j'ai commencé à subvertir, si on peut dire un peu, cet espace très minimal des Big Mhm. Big. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. D'abord, j'ai carrément écrit mon journal d'atelier. J'en écrivais des morceaux dans le tableau. Enfin, c'est devenu un espace très poreux, en fait, le Mhm. tableau. Euh, et j'ai recopié des articles de presse qui m'intéressaient. Et le scotch, c'est un matériau formidable qui permet d'apporter de la couleur, de la déplacer. Oui, on pose, Un on peu à la déplace. Mondrian quand il fait ses. Ouais. Oui, tout à fait, exactement. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé avec du scotch. Et là, dans celui-là, avec des variations de rose, rose rouge, rose bleu, le bleu. Et voilà. Donc, Et là, pareil, tu fais pas de dessin préparatoire, ça se fait que sur la toile. c'est D'accord. Et très, le. très. En fait, moi, j'ai jamais fait de dessin préparatoire d'aucun tableau. Parce que, par contre, j'ai une série qui s'appelle Dessin préparatoire, mais qui est une transe, en fait, qui est comme une mise en condition de la peinture. Voilà. Mais non, c'est vraiment très performatif, en fait. Je crois que j'ai gardé dans mon corps très, très, l'empreinte très puissante du travail de l'enfance, très sérieux, mais où on est complètement dans son bras, dans son corps, et en train d'effectuer des choses, et c'est immédiat, en fait. Donc, c'est sans doute ce qui fait aussi que j'ai toutes ces techniques différentes et elles se sont imposées en fait. Et, et elles trouvent une forme de résolution dans la peinture, mais Et, comme le crayon sur toile, qui est aussi très pictural, mais c'est du crayon. Et et c'est que de l'action? C'est-à-dire que tu es toujours dans l'action ou tu passes du temps à regarder ton tableau monter ou tu. Comment tu. Ça peut prendre du temps de faire un tableau comme celui-ci ou oui, c'est oui, très bien sûr, ça rapide? peut prendre du temps. Non, 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 c'est pas très rapide. Ça pousse Non, quoi. non. Ouais. Oui, 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 T'en oui, fais je passe plusieurs en même beaucoup. temps? Ouais. Ouais, je passe ça. D'abord, j'aime beaucoup lire à l'atelier, donc très souvent, j'ai un livre sur les genoux, je regarde le tableau, je redescends. Puis j'adore ça. J'adore comment, quand tu as les yeux posés sur une horizontalité, tu les relèves et là, ils sont neufs, quoi. Et là, Hmm. tu vois la frontalité complètement différente. Et il y a frontalité m'amène à un truc important aussi, c'est que qui est lié aussi à ma façon de travailler, c'est-à-dire les choses passent souvent du sol au mur, du mur au sol, etc. Et c'est ce qui a rompu pour moi cet impératif de frontalité de la peinture, même dans son historicité. Comme j'étais toujours en train d'aller voir plein de périodes différentes qui me racontaient plein de choses, sans les situer par rapport à 15e, 18e, 20e, sans les catégoriser. Dans mon travail, il y a aussi toujours eu c'est pour ça que je suis moins sensible à la chronologie des tableaux parce que je reprends des choses, je fais tout le temps des sauts d'une période à une autre en fait. Donc ils ont des dates, Hmm. mais ils gardent très souvent les traces antérieures qui font que je pourrais les double dater, tu vois, comme en taille que j'ai relativement bien connu et qui recadrait certains tableaux et du coup les double datait. C'est-à-dire qu'il y avait des gestes qui étaient dé- euh, reportés dans le temps, mais le tableau se continuait à différentes périodes. Donc, cette notion d'une histoire qui devient une géographie ou d'une Hmm. frontalité qui devient une horizontalité, elle est vraiment aussi importante pour moi. Et le rapport que tu as au langage, là, dans ce tableau-là, par exemple, c'est. Parce que, en gros, il y a quand même un truc où moi j'ai l'impression que c'est joué avec un. On n'a pas totalement le même rapport plastique à des mots que quand on les lit, quoi. Quand on les lit ou quand on les voit, la typographie et tout ça, ça c'est comment tu te situes par rapport à ça? C'est-à-dire tu vois les mots, tu vois des lettres comme des objets plastiques ou leur sens aussi, hein. Enfin voilà, comment ça se joue. Ouais, c'est très intéressant comme question. Mais c'est exactement ce que j'étais très heureuse de trouver un jour quand j'ai lu Arras et qui parle de la plasticité du langage et de la parcourabilité de la peinture. Alors, moi, quand j'ai lu ça, c'était Ça, du c'est à pain propos de béni pour l'Annonciation, moi. c'est ça? C'est dans l'Annonciation? Ouais, ouais, Ouais. les énonciations italiennes. Hmm. Donc déjà, il parle de cette plasticité du langage que moi j'adorais, bien sûr, parce que j'adorais l'idée que, c'est ce que je dis souvent, que quand l'ange la Marie lui annonce quelque chose, l'écriture, elle va de gauche à droite.
Et quand Marie répond à l'ange, l'écriture, elle va de droite à gauche et en plus, elle est à l'envers. Et Hmm. quand en plus, il y a une tierce personne dans le tableau qui est un archange qui regarde tout ce qui se passe dans la scène en bas, et ben, et qui parle, il leur parle tête en bas. L'écriture, elle est tête en bas. Donc, ça, j'ai adoré, moi, pour moi, parce que j'ai toujours écrit aussi, enfant, hein, comme beaucoup d'enfants, j'ai eu espèces de choses précoces, donc j'écrivais. Donc, et puis comme j'ai pas appris euh, dans une orthodoxie, tout a toujours été décloisonné pour moi. Donc, l'écriture, elle pouvait parfaitement venir dans la peinture, et j'ai un autoportrait où ma signature qui dégringole parce que j'avais mal négocié la place que j'avais, elle est vraiment partie du tableau, quoi. Hmm. C'est un élément pictural du tableau. Donc, il y a à la fois cette plasticité du langage, c'est-à-dire, oui, la lettre est une forme, mais on n'est pas obligé de lire le mot. De même, on verra peut-être dans les tableaux d'histoire après que le langage est un tissu. Hmm. Il n'est pas forcément, c'est une forme. Et après, il induit cette déambulation dans le tableau que j'aime beaucoup, qui est aussi pour moi un rapport à la danse, parce que j'ai beaucoup, beaucoup regardé de danse contemporaine. Et le tableau, c'est aussi comme un plateau de danse dans lequel on entre, on effectue un certain nombre de gestes, et puis à un moment, on en ressort. Et les gestes, le tableau garde la trace de tous ces gestes qu'on a effectués, à plus ou moins en surface ou en profondeur. Alors, on parlait on parlait de l'Annonciation, donc on va passer après d'elle, Crossing, qui Ouais, date de 2020. Donc voilà, c'est la même période pour le coup. ouais. Et donc là, c'est comme c'est comme une Annonciation vide, c'est ça c'est Alors comme un. attends, bon, allez, Ouais, voilà. voilà. Je trouve là, c'est bon. Ouais, alors ça, voilà une De autre l'espace. série. Ouais. Oui, tout à fait, absolument. C'est pour ça que je les ai mis, même si c'est deux séries différentes, je me suis dit c'est intéressant de passer des peintures qui s'appellent Mapping de Studio, la série qui font référence aussi à Bruce Nauman, au fait, à cette performance où il enregistre ses déplacements dans l'atelier. Moi, c'est enregistrer les gestes dans l'espace du tableau. Et cette série qui s'appelle Près d'elle, elle est née en 2007. Et là aussi, je ne sais pas pourquoi, vraiment très sincèrement, en dehors de cette espèce d'intérêt pour cette prosodie du langage dans lequel j'avais baigné enfant énormément, c'est-à-dire écouter le langage, c'est quoi un mot, c'est quoi des phonèmes, des syllabes, c'est quoi une prosodie, c'est quoi des sons. Euh, Pourquoi je me suis dit, tiens, je vais faire un tableau en deux parties. Alors, c'est aussi comme un livre ouvert, comme on passe d'une page à une autre. Bon, il y a bien sûr cette référence au Quattrocento, toujours un peu, et Hmm. cette peinture conceptuelle de l'époque. Et là, effectivement, donc les prédelles, c'est toujours un mot qui est accroché en haut de l'espace, comme s'il était accroché au bord supérieur du tableau, et un, un, une forme, un visuel, quelque chose qui va venir travailler avec le signifié, voilà, le sens du mot. Et donc, dans ces annonciations, il y a ce passage entre ces trois. J'avais envie, ouais, j'ai fait plusieurs tableaux avec le mot crossing, mais en tout cas, celui-là, je l'ai travaillé avec ce passage entre ces trois arcanes qui sont pas sans rappeler les formes des Big Big aussi, hein. Mais il y a clairement un travail, oui, sur ces annonciations. Puis avec, je m'amuse beaucoup. Là, j'ai beaucoup travaillé l'aubergine du sol, les différentes teintes de rose. J'ai une passion pour le rose. Donc là, voilà. Et là, tu nous mets une perspective. C'est-à-dire, d'un coup, on a une impression d'espace, on va dire un espace. On pourrait dire que les deux autres tableaux qu'on a vus précédemment, ils étaient peut-être plus en surface ou un espace mental comme ça. Là, on a une Ouais, espèce il y a du réalisme qui arrive. tout à On- fait. ouais. Et ça, c'est l'espace du tableau, c'est-à-dire la profondeur du tableau. Ce jeu de perspective-là, ça, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ou enfin, c'est comment tu le. Bien sûr, hein, ça Hmm. m'intéresse énormément parce que, en fait, c'est qu'est-ce que le tableau vient nous dire. Donc, il nous le dit. C'est pour ça que la Madone del Parto et toute cette question de l'énonciation de la peinture, hein, qu'est-ce qu'en se posant devant nous, la peinture va venir nous raconter, mais pas au sens intellectuel, au sens Hmm. de que ça me parle et que par cette parole, cet échange, euh,
il y a un ping-pong qui s'effectue et voilà. Et donc, dans Crossing, il y a la perspective euh, mécanique qui est liée aux planches, enfin, à ces raies du plancher. Mais dans le précédent, dans Language, langage, Oui. il y a quand même le fond du tableau parce qu'il y a Et le cette rose, rose qui est ouais. derrière, hein, Hmm. et qui est plus loin que celui qu'on voit, qui est plus soutenu. Donc il y a une profondeur qui n'est pas une perspective. Voilà, c'est ça. La Hmm. différence, c'est est-ce que je représente une profondeur ou une perspective? Et la sensualité de ton tableau, c'est important aussi pour toi, la matière même de l'acrylique que tu vas utiliser, enfin, cette texture que tu vas avoir comme ça, qui est pas plastique, qui est un peu peut-être plus poudré ou un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose de... Ouais, Ouais. ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, y compris tu vois, dans la couleur crossing qui est un peu pastèque ou Hmm. parfois je peux passer 10 couches pour 10 teintes différentes jusqu'à ce que je trouve la bonne. Et effectivement, j'aime bien ce côté poudré, c'est vrai. J'aime bien la matité, mais ça, je pense que c'est aussi beaucoup l'empreinte de ces peintures anciennes qui sont assez mates, même si on les restaure après et qu'on met beaucoup de vernis. Les primitifs sont très mat en général. Avec quand même ce mystère qui est qu'on donne de la gouache aux enfants, alors que c'est le truc le plus compliqué à gérer. Enfin, la gouache, c'est quand même une des peintures les plus dures. L'acrylique, c'est quand même plus simple, quoi, pour des enfants. Ouais, mais j'adore la gouache. Oui, la gouache, c'est magnifique, mais c'est quand même super dur, quoi. Ouais, c'est Mais vrai, bon. c'est Et vrai. on va passer au tableau qui date de 2013. Donc là, on redescend. C'était donc en 2013. C'est Exécution de la peinture. Donc il fait Ouais, 2 mètres sur 2,80 m. ouais, Donc on reconnaît notre Manet. On imagine que c'est toi de dos. ouais. Alors est-ce que c'est quand même un geste très franc, très dit. Ouais, ouais, alors celui-là Ouais. aussi, c'est un phénomène. En fait, qu'est-ce qui a présidé à ce tableau-là? Je sais plus. Bon, évidemment, j'ai beaucoup regardé Manet. J'ai écrit une conférence puisque j'avais été invitée par Robert Storr et Carol Armstrong à faire une expo qui s'appelle sur Olympia. Et du coup, j'avais écrit une petite conférence qui m'avait permis de mettre en mots toute cette histoire qui m'intéresse beaucoup chez Manet de cette réciprocité avec la peinture, de comment la serveuse du bar, on sait bien, elle est Donc c'est le là. Baron Folie Bergère, ouais. Ouais. Ouais, le Effectivement. bar aux Folies Bergères extraordinaire de Manet, dont moi, dans ma sentimentalité personnelle, je pense elle incarne, Victorine Meurent, extraordinairement bien chez Manet, que ce soit Berthe Morisot ou Victorine, elles étaient peintres. Elles étaient peintres. C'est ça que Manet est le premier grand peintre féministe de l'histoire de l'art. C'est pas des modèles, c'est des collègues. Hmm. Des collègues pour lesquels il a beaucoup de respect et à qui il va donner la place centrale de la peintre, la peinture. Voilà, pour moi, c'est la peintre, la peinture. Donc, j'ai eu envie de figurer, moi, avec mon corps de femme que j'ai pas habillé pour pas le type de mettre un jean ou une robe ou un truc. J'ai commencé à réfléchir à ce truc-là. Donc cette espèce et puis aussi parce que c'est une mise à nu inouïe. Hein, quand on se lance dans un truc comme ça, moi je dis souvent qu'il y a des tableaux. Je me noie 14 fois. Il n'y a plus rien. Je me retrouve avec un corps immense, inerte. Je ne sais pas comment le réanimer. Je suis là. Et puis un jour ça palpite et c'est reparti et tout d'un coup ça. Donc voilà, je voulais figurer. Exécution de la peinture, c'est aussi exécuter au sens de dans l'exécution de Maximilien chez Manet, donc c'est une mise à mort, mais c'est aussi exécuter le faire. Comment est-ce qu'on fait un tableau? Donc, dans quoi on s'engage dans cette grande traversée? Parce que je trouve que les grands formats, c'est des grandes traversées, quoi. C'est des trucs, on s'embarque, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas où on va. Euh, Et là, c'est... quand même, tu avais l'envie de peindre le Manet d'abord, non, quand même, quand tu es parti. Alors, j'avais envie de peindre ma conversation avec cette incarnation de la peinture chez Manet. Euh, Hmm. enfin, tu vois, dans le bar aux Folies Bergères, il y a personne ne se reflète dans la vie, dans la Ah, il y a glace Monsieur d'arrêt. Détouche à droite. Et Oui, on voit un bonhomme on qui voit va un la bonhomme, draguer. mais Ouais, ouais. c'est pas sûr. Non, non, et puis Moi, je trouve ça oui. extraordinaire parce que ça dit vraiment, c'est à vous que je m'adresse, quoi. Hmm. Oui, non, bien sûr. Après, frontalement, on se rend compte oui, elle est vraiment face au spectateur, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, elle est là et elle attend
voilà, qu'on Et entre en elle est conversation extrêmement avec muette elle. aussi. C'est-à-dire que ça, c'est très personnage de Manet. Ils ont souvent la bouche presque, presque droite. Comme ça, il y a une ligne d'ombre de la bouche. Je pense à. C'est vrai. Là, il y avait le Manet de Boston qui était au Musée d'Orsay récemment, la gare, là, où vraiment, c'est une ligne droite peinte, quoi. C'est impressionnant Ouais, de c'est une mutisme. ligne, Ouais. c'est vrai, mais elle pense. Ah oui, c'est Et quelqu'un, ouais, une Manet, il a intériorité, peint des c'est femmes sûr. qui pensent. Ouais. C'est-à-dire, ce visage de Victorine Meurant dans la gare, c'est quand même inouï. C'est-à-dire, c'est la Hmm. pensée de la peinture. Parce que dans la gare, il y a pour moi, c'est tout le passage à la peinture moderne. Elle est en train de vous dire, écoutez, les gars, là, on est ok, certes, on est chez les impressionnistes, mais moi, je Hmm. vous amène Barnett Newman après. D'ailleurs, derrière Hmm. moi, vous voyez Il y a des rails, Rosy ouais. de Barnett Newman. Donc, elle pense et C'est presque un tableau qui dit arrêtez de me regarder, quoi, j'ai autre chose à foutre. ouais, oui, c'est ça. Ou C'est en tout aussi cas, ça si vous le. me regardez, ne regardez pas comme un objet. Hmm. Entrez dans la relation. Et, Voilà. Et là, du coup, j'ai peint. C'est un peu dingue d'avoir voulu peindre ça, mais j'ai essayé de peindre ce moment d'intimité incroyable dans l'espace de l'atelier, dans le silence, dans les heures, les jours, les mois qui passent, où on essaye de peindre et on rencontre la peinture. Donc là, elle est incarnée, comme chez Manet, par cette figure de Victorine Meurant, qui est peintre. Et autour, ben, j'ai peint tous ces photographes qui sont complètement dans une autre temporalité. Et j'ai peint d'une autre manière, avec une grosse brosse, un peu de façon très rapide et très comme ça. Alors que le peintre et la peintre et la peinture, elles sont beaucoup plus peintes de façon beaucoup plus délicate. Et je les ai enveloppées. Donc le miroir qui est derrière Victorine, là, ça devient de la peinture, du langage en vrac. Et c'est marrant, je l'ai montré aussi parce que c'est la première fois que j'ai commencé à utiliser des lettres pochoirs, donc avec la lettre en creux. hmm, Bien longtemps après, je me suis dit, mais les matrices que j'ai faites en sculpture qui sont du langage en creux, ben, en fait, elles viennent de là. hmm. Elles viennent de ce langage de la peinture, cette potentialité que la peinture a à nous raconter des choses qui est contenu là, en fait, en tout cas dans ce tableau-là, très précisément. Mais c'est quand même pas rien de se mettre à nu en tant que peintre femme comme ça. C'est-à-dire que tu aurais pu être modèle, tu aurais pu être un modèle de tableau, et là d'un coup tu te mets en action. C'est-à-dire que c'est un modèle nu qui se met en action et qui est active dans le tableau. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, mais tu sais, on fait les choses et on se rend pas compte souvent parce que moi, je Hmm. suis très spontanée, même si après, je réfléchis aux choses, mais évidemment, on se rend pas compte de la connotation. Moi, je voulais être, oui, en fait, je voulais être moi et je voulais pas être habillée et je voulais tout est rose et un côté très intime. C'est un moment très, très intime. Et si on zoome sur le visage de Victorine Meurant, elle a un regard, je crois que moi, c'est le plus beau visage que j'ai peint dans mon travail. Et elles sont entrées en interaction et il y a la main. Donc, sûrement, tu as raison, mais j'ai pas, en fait, j'ai pas devancé l'idée que je Hmm. sois nue. Je voulais juste que ce soit intime et que ce soit ce moment de suspendu aussi dans le temps. C'est pour Parce ça que, que le photographe, ça fait parce que sa je t'ai entendu cliquette à la et radio, je tout. t'ai entendu à la radio parler du fait que tu avais du mal quand tu étais petite fille à trouver des références de femmes artistes. C'est-à-dire que c'était quand même un enjeu dans ton enfance de se dire bah, pourquoi il n'y a pas de femmes artistes, pourquoi je peux pas, je dois me référer qu'aux garçons, quoi. Ouais. C'est vrai. Moi, j'ai voulu être peintre depuis l'âge de. C'est pas J'ai vraiment voulu être peintre depuis 3 4 ans. Et Hmm. l'âge de 3 4 ans. Et après, quand j'étais ado et je me disais à quel modèle d'identification je peux m'identifier. C'est pour ça qu'Eva Hesse a été si importante pour moi quand je suis tombée dans ses écrits, son journal. Bien évidemment que, il y avait rien, quoi. Enfin, il y avait Hmm. tellement peu de choses. Donc, il y avait toujours cette exception qui confirme la règle. Donc, c'était à chaque fois exceptionnel. Donc, c'était compliqué. Ça m'a beaucoup, bien sûr, ça m'a beaucoup questionné et inquiété. Et alors, l'autre question, c'est que moi, alors je te l'enverrai, mais moi, j'ai fait un dessin une top modèle qui se faisait prendre en photo comme ça, par une meute comme ça d'hommes. Et j'avais pensé à ça en faisant Suzanne et les vieillards. C'est un truc comme ça, tous ces hommes qui regardent une femme nue, qui se jettent dessus avec
C'était voilà, Natalia Vodianova. Je m'étais retrouvé derrière Natalia Vodianova, la top modèle, et je voyais une espèce de violence comme ça des hommes qui prenaient en photo, qui avait un truc ultra agressif avec les appareils photo, avec l'image, de voler l'image comme ça. Ça, c'est aussi, pour toi, c'est aussi une figure de la peintre comme ça, ou d'être happé comme ça par un monde médiatique ou par un. Pas du tout. Pas du tout. Dans ce tableau-là, au contraire, tu vois, je ne l'ai peut-être pas suffisamment bien rendu, mais pour moi, les photographes que j'ai peints autour, Ils ils sont passent loin. Ouais. complètement à côté de ce qui se passe. D'accord. Ils passent à côté, Ils ont quoi. l'air Ouais. de photographier, mais pour moi, ils passent totalement à côté Hmm. au niveau temporel, parce que c'est l'obturation, ça va à toute vitesse. Et Hmm. au niveau, ils sont à côté de la plaque. C'est un autre temps. C'est un autre temps qui s'ouvre au milieu, qui est un temps qu'on ne peut pas quantifier, en fait. On ne sait pas quand on a fini un tableau. C'est un temps, et le tableau, il est jamais totalement terminé. Je veux dire, on continue à chaque fois qu'on le regarde. Voilà, donc c'est un autre temps. Et encore une fois, en 2013, parler d'exécution de la peinture, ça peut être parler de la fin de la peinture, qui était quand même une doxa très, très grande. Ça, tu penses que ça t'a beaucoup travaillé en tant qu'artiste d'avoir cette, on va dire, cette ambiance anti-peinture ou cette ambiance. Alors, tu avais déjà fait une exposition au Palais de Tokyo en 2003, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais en gros, on est venu te chercher. Peut-être tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour que tu fasses une exposition de peinture au Palais de Tokyo, que c'était un événement. Voilà, mais encore en 2013, c'était pas forcément c'était quand même un enjeu encore ou pas? Ouais. Euh, alors, bien évidemment, à l'époque du Palais de Tokyo, oui, Donc puisque en 2003, voilà. Ouais, donc en en 2003. 2003, c'est évident. Hmm. C'est évident, mais quand Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud et Hervé Mikhailov de la Caisse des dépôts et Anna Hiddleston sont venus me chercher, ils sont venus les uns à tour de rôle et ils ont dit on emporte l'atelier au Palais. En fait, Hmm. ce qui les avait intéressés, je me souviens très bien à l'époque, c'était cette façon très poreuse que j'avais de travailler avec l'espace du tableau, les collages, et effectivement, on a fait cette exposition. Il y avait des tableaux au mur et des tableaux que j'avais mis sur des socles parce que j'ai beaucoup aimé faire ça. Je l'ai refait aux lames dans l'expo que j'ai fait en 2022, c'est-à-dire vraiment ce passage de la verticalité à l'horizontalité et les tableaux qui sortent du sol comme ça. Et à l'époque, oui, je me souviens qu'on a vraiment entendu, toute l'équipe du Palais et moi, on entendait, après, c'est que ce truc, une expo de peinture au Palais de Tokyo, mais c'est incroyable. Et en fait, ça s'est très, très, très bien passé. Ça s'est Hmm. très bien passé pour l'institution. Pour moi, c'était incroyable. Tu m'as décrit ça comme une grue, on était venu chercher avec une grue et hop, on t'a placé. Ah ben, Ouais, complètement. ouais. J'étais dans mon atelier à Ivry. J'étais passée du troisième à Ivry parce que le loyer était trop cher. J'allais chercher un Ouais. truc. J'avais beaucoup de chance. J'étais tombée sur un truc plus grand et moins cher. Et j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils sont venus me chercher de l'est de Paris à l'ouest avec une grue totale. Et je me suis retrouvée au milieu de cet endroit incroyable que j'ai énormément aimé, qui était au début complètement ouvert, complètement vivant et avec une équipe géniale. Et l'expérience a été fantastique. On a fait un catalogue extraordinaire avec plein de trucs qui m'intéressaient beaucoup, tous les tableaux. Enfin, c'était fantastique. C'était fantastique. Mais effectivement, c'était tout à fait l'époque où il n'y avait pas de peinture, euh, ben voilà. Donc, pas du tout. Pas Et du toi, tout. comment Moi, tu je me t'es. souviens Non, très parce que bien une très jolie. dans ton journal dont on va parler après, il y a plein de moments où tu parles, je sais pas, on te voit sortir d'un jury en étant pleine de rage parce qu'il y avait pas parce que vous n'avez pas primé de peintre. Enfin, il y a ce truc-là quand même où on sent que c'est un enjeu, quoi. Bah ouais, C'était un parce que enjeu, ouais. bah oui, parce que moi, j'ai une passion Hmm. grandissante, enfin démente pour la peinture, donc je Et pouvais toi, pas comprendre. un narratif pour dire pourquoi les gens étaient comme ça, pourquoi il y avait cette Oui, espèce de. oui, Ouais. oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est parce qu'en France, on a eu du chant et on a été très très marqué ensuite voilà une sorte de mort de la peinture et de catégorification des choses et d'art minimal, d'art conceptuel, et on a oublié que la peinture elle est conceptuelle depuis Mona Lisa et que la cosa mentale ça a toujours existé. Donc oui, sans doute une interdiction avec Bête comme peindre de Duchamp qui a été très mal interprétée parce que Duchamp, comme l'a montré Cécile Debré dans son expo Ouais, du à champ peinture, Pompidou. ouais. Voilà, il était complètement peintre. Et pour moi, le grand verre, c'est un tableau. C'est pas du tout.
Donc, Et bête comme un vrai peintre, c'est une expression du 19e siècle qui se moquait de tous les peintres il y en avait trop, et c'est une reprise de Duchamp, mais c'est pas lui qui l'a créé. Et puis lui, il était ami avec voilà. Mata ou des choses comme ça. Il s'est bagarré pour que ses tableaux soient exposés, soient recentrés au musée de Philadelphie et tous ensemble. Donc c'est bien qu'il en avait quelque chose à faire, alors que c'est pas les meilleurs tableaux du monde. Donc voilà. Il y avait plein d'arguments pour dire que voilà, tout ça est... Et tu penses que c'est que Duchamp, que l'influence de Duchamp qui a fait cette chose-là, quoi, qui a créé Mais je pense que c'est parce que ça n'a pas été le cas en Allemagne et aux États-Unis, bien jamais. sûr, ni en Angleterre. Jamais, jamais. Ouais, Ni, ouais. ni, je pense, dans tous les autres continents qu'on ne prenait pas en compte à l'époque, Hmm, là, en Inde, enfin, tous les continents asiatiques, il n'y a jamais eu ça. Je pense que c'est vraiment une espèce de mainmise d'une forme d'intellectualisme sur quelque hmm. chose qui est tout d'un coup qualifié d'instinctif, de primaire. Enfin, c'est vraiment des lieux communs complètement idiots, quoi. Et là, Mais encore une fois, s'affirmer, comme là, tu t'affirmes comme avec ce tableau exécution de la peinture, parce que ça fait 2 mètres sur 2,80 m, c'est un bon morceau de peinture. On sent qu'il y a il y a de l'épaisseur et tout ça. Ça, c'est, toi, comment les gens ils réagissaient quand tu faisais ce genre de tableau? T'avais quoi comme retour? ben, je me souviens quand on l'a montré, il a été montré au Musée des Beaux-Arts de Nantes. C'était Blandine Chavannes et Catherine Grenier Hmm. comme commissaire. Et ben ouais, non, mais il y a des gens qui aimaient beaucoup parce que souvent dans les tableaux plus abstraits, on voit pas que c'est peindre, alors que là, on voit que le visage il est hyper bien Hmm. peint et voilà. Donc et puis ça raconte une histoire, etc. Euh, Oui, il y a quand même plus de narration, on va dire que. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, Non, ce que j'ai adoré dans cette exposition-là, qui est une phrase que j'ai tellement aimée, c'est que le lendemain du vernissage, je suis retournée voir l'expo, il y avait une dame qui gardait l'expo et elle m'a dit, vous savez, hier, les visiteurs, ils ont été admirés par l'exposition. C'est mignon Très joli. Ouais, parce que c'est vraiment toute la question de, voilà, de retourner le. Ouais. voilà, de tourner le regard. Voilà, et on peut peut-être conseiller un livre de Michael Fried qui s'appelle Le modernisme de Manet, où justement il parle de tout ça, de comment les tableaux se retournent. Moi j'aime beaucoup, je sais pas si t'aimes bien, mais Absolument. Traduit par Claire Brunet, qui est une amie qui a voilà, magnifiquement traduit le livre. parfait. Un livre génial. Et on va Ouais. finir avec le dernier tableau, alors qui date de 2017, qui Ouais, s'appelle Land and Language, numéro 1. Il fait 2 mètres sur 3 sur 3. ouais. Donc là, c'est. Oui, je te laisse en parler. Ouais. Alors là aussi, un tableau, c'est un tableau. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, c'est très important. Ouais, il va être montré dans un musée que j'aime beaucoup, qui est le musée de l'immigration, et il va ouvrir l'exposition que sur les 20 ans d'acquisition de ce musée à l'automne, Très avec un bien. ticket, chaque être a une histoire, hein. Je suis très heureuse déjà pour moi, ça a été un événement ce tableau. Vraiment. Les couleurs sont un petit peu vives à l'écran, mais quand même, c'est un peu ça. Il y a un peu du Juillard, des espèces de couleurs un peu Mhm. étranges. Mais ce que je veux dire, c'est que Du billâtre. j'ai eu vraiment une espèce d'insistance pendant des mois, voire des années, de comment, en tant que peintre, je peux répondre à cette question de la migration. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ce sujet? Comment je peux le travailler? Et ça n'arrêtait pas d'insister, d'insister, d'insister. Très souvent, je trimballe. Là, j'ai un tableau que je vais faire. C'est sans doute 7 ou 8 ans qu'il attend et qu'il mûrit. Et donc, Mhm. voilà, un jour, je suis tombée sur quelques images de presse avec des gens qui traversent les frontières. Et j'ai commandé cette série de châssis, parce qu'il y a 5 tableaux de la série sur ce même sujet, Land and Language, de 2 mètres par 3. Et j'ai travaillé avec Alors sur une, des châssis, pas sur des toiles. si, si, c'est une toile marouflée. Enfin, non, Ah, ok, non, ok. là, c'est pas la toile marouflée, c'est la toile sur châssis. Ouais, Et j'ai travaillé avec un ami poète avec qui j'ai exposé et travaillé, il s'appelle Rod Mengam, et il m'a donné toute une poche de mots sur cette question de la langue. Et je voulais vraiment représenter comment le corps, quand il migre, il devient une géographie itinérante qui va transporter sa langue maternelle entre ses bords. Donc, vraiment ce corps qui devient un pays voilà, voilà. Et comme une voilà, carte, je quoi. sais pas, Ouais. j'ai vraiment peint. C'est une météorite pour moi ce tableau. Il s'est fait tout seul avec des couleurs crues superposées et ces blancs qui sont en même temps des espaces euh, de jachère. J'aime beaucoup la jachère dans les tableaux. On n'en a pas parlé, mais cette façon dont la peinture peut être bien faite, mal faite, pas faite. Des moments où il y a Robert comme ça Filliou, du ouais. blanc ou du non fini. Et voilà, donc.
Ça a été le premier de ces 5 tableaux avec ces couleurs très crues. Et tu vois, sous l'ocre, il y a du rouge, donc ça le rend un peu presque doré. Il y a ce vert d'eau. Enfin, je sais pas, je pense à Vuillard tout le temps quand je vois ces couleurs-là, avec ces verts jaunes et ces verts bleus. Et là, le texte, tu l'as projeté pour le. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, En fait, Même les la mots. réserve des. Les réserves des. J'arrive jamais à dire ce mot, je sais pas pourquoi, les barbelés. Les Oui, réserves les des barbelés, barbelés. ouais, ça Ouais, c'était en projeté fait, quand je aussi. Ouais. travaille, c'est une série qui s'appelle Peinture d'histoire, hein. Donc, je Mm. travaille avec une grille de mots qui va venir souvent faire toute la, la superficie de la toile et je viens tisser euh, les figures et l'écriture. Et là, on le voit moins que sur certains tableaux comme Olympia, mais vraiment, la figure, elle vient, je la peins autour des lettres. Voilà, c'est d'abord les lettres et après la figure, c'est ça, hein. Voilà, exactement, Ouais. exactement. Donc là, toute la grille de mots, elle a joué complètement avec des va-et-vient entre les formes des corps, Mm. et de façon à ce que tout d'un coup, il y ait ce contenu de langage ou des mots qui viennent dans ces poches, qui sont des bras, des jambes et des corps en mouvement, en déplacement. Et alors, j'ai écouté beaucoup d'interviews de toi à la radio et tout ça. J'en partagerai en bas de la chaîne YouTube. Et tu parles beaucoup notamment, parce que j'étais étonné que tu m'envoies que des tableaux. Je t'ai demandé Ah, cinq ah peintures oui. qui résumaient ton Bah, travail, ton 5 peintures, parcours. tu m'as demandé 5 peintures. Ah oui, mais je t'ai entendu argumenter à la radio que oui, les sculptures c'était comme des peintures, que tes tondos que tu avais fait pour elle, donc où tu as féminisé les artistes masculins, c'était aussi des peintures. Donc c'est ça Ouais. donc j'étais étonné que tu m'envoies très sagement des peintures. Mais tu as raison, non, mais j'ai hésité à en mettre un. J'ai hésité à mettre Ouais. un portrait grandeur nature ou à mettre le tableau que j'avais fait à l'origine de ça, qui était vraiment comme au crayon sur toile, très, très ténu, un grand générique euh, que j'aime beaucoup. C'est vraiment une aube comme ça. C'est le crayon gris sur la toile avec les noms en tout petit en haut et puis cette perspective vers le bas. Oui, j'ai hésité, mais j'avais plein de possibilités. Bien Je sûr, pouvais sûr. pas Non, tout mais mettre. c'était pour ça, c'était pour noter que Ouais. il faut aller. Je partagerai le site aussi où il y a plein t'as plein de manières différentes. Tu as aussi fait on peut appeler ça des sièges de l'orangerie. Ben, en fait, c'est des matrices, C'est c'est-à-dire des que quand matrices, on a ouais. Ouais, regardé les ouais. lettres en fait, ça, c'est ce qu'à un moment, j'ai eu envie de sortir ce langage des tableaux et de me dire comment je peux le donner à expérimenter en 3 dimensions, qu'on est Mhm. vraiment. C'est là que j'ai commencé et j'ai pris exactement les lettres pochoirs qu'on voit dans l'exécution de la peinture. Mhm. Donc, j'ai commencé à faire des moules et de pouvoir montrer qu'est-ce que c'était un espace de langage, en fait, ouvert et comment on pouvait circuler à différentes échelles, en petit, et comme à l'orangerie, à l'échelle assise, où on peut s'asseoir dedans Très pour bien. regarder d'autres tableaux, les tableaux des autres. Et alors, on va passer à la deuxième partie, mais on a un petit peu d'actualité. Alors déjà, il y a le musée d'Orsay. N'oubliez pas, le 19 septembre, le jour des peintres, incroyable. Voilà. Et tu as une exposition en Corée. Alors pour ceux qui, s'il vous plaît, n'y allez pas parce que vous allez détruire la Terre en prenant l'avion. Mais donc c'est en Corée, pour les gens qui nous suivent en Corée. Ça s'appelle l'Olympia Odyssey, c'est ça? Oui. Et c'est où en Corée? C'est quelle ville? Parce que Incheon, c'est Séoul, c'est Séoul. c'est Séoul. Ok. Et donc ça, c'est en octobre. Il y a une exposition de groupe à la rentrée chez Michel Rhin, ta galeriste, ton galeriste, voilà, ta galeriste, Voilà. n'importe quoi. Et tu as une exposition, donc c'est Art Absolument qui a changé de propriétaire, c'est ça? Et ils font une exposition dans leur nouveau lieu qui est à Odéon. Donc c'est Ils ont Domitil ouvert un Bourgeval. nouveau. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est Domitil d'Orgeval, la commissaire. Ça s'appelle Elle d'abord. Avec une très belle conf- confrérie, consorie d'artistes. Trop bien. Et donc ça, c'est en octobre. Ouais. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Je suis désolé, je te presse un peu parce qu'on est un petit peu en retard, mais bon, ça va. Ouais, je gère, je gère. Je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Et alors là, la Nativité, Piero de la Francesca, il est au National Gallery de Londres. Trop, trop beau. Alors, il y a deux versions, vous allez voir, parce qu'il a été restauré récemment. Donc, j'ai deux couleurs différentes un peu. Voilà. Mais j'avais des hautes def avec l'ancienne version. Donc tout est un peu jaune, alors que maintenant, il est plus clair, quoi. Ouais. Donc, pourquoi ce tableau? Bon, alors là, ça a été Oui. l'enfer d'en Ouais, de choisir un, choisir. bien Tu m'en as évidemment. envoyé 12 L'enfer comme ça. absolu. C'est pas sympa du tout. J'ai hésité, voilà. Ouais. Mais bon, je l'ai montré celui-là parce que vraiment, il y a tout dedans. Alors, il y a le avant-après, c'est-à-dire il y a la temporalité qui passe de la campagne à gauche dans la perspective qu'on a à la ville à droite. Donc, il y a déjà cette pérégrination, ce voyage qu'on peut effectuer en se baladant dans le tableau.
Mm. latéral. On peut entrer dans le tableau par le devant avec ce nom fini incroyable qui est autour dans le sol. On a le côté hyper performatif. Moi, quand je regarde les anges, pour moi, je pense aux têtes de Bruce Nauman. Donc, c'est vraiment inouï, quoi. Il y a Mm. pas de différence d'âge entre les anges qui chantent les sculptures de Bruce Nauman. Pour moi, c'est la même chose. Il y a l'âne qui chante. Avec ce truc quand même toujours bizarre d'avoir des gens qui chantent dans un tableau. Évidemment que ça fait pas de bruit, mais Mais c'est magnifique. oui, oui, c'est magnifique, mais c'est une Et le figure que je trouve. carrément le carré blanc ou carré gris sur fond gris avec cette espèce de carré Mm. complètement abstrait au milieu du tableau. Il y a tout, en fait. Il y a tout. Le vieillard, le geste du vieillard, là, avec son pied sur son genou qui Mm. nuit. Enfin, voilà, pour moi, c'est typiquement cette question de peinture conceptuelle parce qu'elle est à multi-entrées. Mm. Multi-entrées, on ne peut jamais l'épuiser, tellement il y a de choses à voir dedans et en même temps d'une sensualité qui est bouleversante, quoi. Donc voilà, j'ai choisi pour ça. C'est en regardant le haut def, là, j'étais étonné de voir des petits oiseaux dans le sol, sur le sol, par exemple, à côté de. Ouais, la Ouais. pie sur le toit, non mais Ouais. il y a une couche de détails absolument incroyable. Mais il y a la pie sur le toit, mais il y a les oiseaux aussi au Oui, milieu tout des en arbres, ouais. bas, Au milieu des arbres, absolument, ouais. Ouais. absolument. Ouais. Comme dans celui qui a été exposé au Louvre récemment, là, le Van der Weyden, Non, Saint-Luc et la Vierge. Oui, il y a plein le de Van petits. Eyck. Le Van Eyck. Van Eyck, pardon, C'est oui, drôle. Ouais. oui, absolument. Non, il est magnifique ce tableau, hein. On peut pas dire autre chose. Ouais, et puis il est en mouvement, t'es d'accord, il est tout le temps Hmm. en mouvement. Où compose son regard? Non, mais quand on regarde ces anges qui chantent là, c'est incroyable là, avec les différents mouvements de la bouche. Ouais. L'espace entre les mains de la Vierge, enfin bon, trop bien. Et alors, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore, ou que tu rejetais. Et alors, bon, tu m'as proposé William Bouguereau. Enfin, tu m'as dit d'abord les peintres pompiers, puis après, on a précisé et on est arrivé à Les Murmures de l'amour de William Bouguereau. Alors, qu'est-ce que tu as contre l'amour? Non, rien du tout. Rien du tout, au Pardon. contraire. J'ai eu vachement de mal en fait. T'as oublié de dire que, Oui, oui, à un t'as moment, je dit. t'ai dit, il n'y a pas de peinture que j'aime pas. Oui. C'est difficile de dire ça. Finalement, quand on creuse, on trouve. Alors là, c'est parce que c'est une potiche, quoi. C'est insupportable pour moi. De toute façon, évidemment, Hmm. hormis la question de savoir dans ma tendre enfance comment on ferait pour devenir une artiste, Ouais. voilà, sans modèle d'identification. L'identification, je viens de lire euh, le très beau livre de Old Mistresses oh, pardon, pas Rosamund Krauss, mais oh, désolée. J'ai regardé. Oui, très très beau qui vient d'être publié chez J.R. Péragé, extraordinaire sur Ah, ouais, j'arrive. les écueils. Il faut que je me lève, je vais le C'est chercher là. Rodiska Parker et une Griselda Pollock, c'est ça? Griselda Pollock, Ah, extraordinaire livre, bravo. Et très très, voilà, non mais il est traduit en français chez J.R. Péragé. bah C'est un là, livre pardon. merveilleux, il faut absolument le lire. Ok. Non mais comment est-ce qu'on peut aimer, regarde-moi cette potiche, quoi, double potiche, il y a une potiche, une potiche. Voilà. Et donc, j'ai beau C'est vrai que adorer la peinture. les plantes à ses pieds ont plus de personnalité qu'elle, ouais. Il y a un truc. Voilà. Ouais, Donc, j'ai beau aimer la peinture tous azimuts. Là, franchement, j'ai mis une réserve. très bien. Et alors, je t'ai demandé un livre, un film, une musique qui a nourri ta pratique, et tu m'as proposé Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Donc, et ses points. Alors, ce Ouais. livre, c'est quand même pas facile à lire. Non, mais alors, d'abord, il est en haut. J'ai oublié, je l'ai relu hier soir, cette nuit, et du coup, il est dans ma chambre. Donc, si je vais Hmm. sortir de l'écran si je vais le chercher. Mais comme on n'a plus beaucoup de temps, c'est pas très Non, grave. non, vas-y, ouais. En fait, Thomas, moi, il y a quelques phrases dans ce livre qui ne cessent de me ravir. Donc, effectivement, tout n'est pas simple, mais Hmm. il parle de la peinture de façon extraordinaire. Et notamment, il y a cette phrase à un moment, il y a un truc sur les petites touches de pinceau qui pleuvent dans le tableau qui est juste sublime. Et il y a surtout une phrase où il dit, le tableau est dans mon œil, mais moi, je suis dans le tableau. Et alors ça, pour moi, ça ne cesse de me ravir. Je ne cesse de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement, en comprenant, euh, tu vois, Hmm. mais voilà, c'est le tableau est dans mon œil, mais moi, je suis dans le tableau. C'est merveilleux comme poésie sur la question de la réciprocité avec l'espace pictural. Est-ce que tu as des regardeurs préférés sur ta peinture? C'est-à-dire, tu as des gens où c'est des références pour toi de leur montrer comment tu évolues, tout ça, parce que comme tu vas, comme tu es comme une aventurière, tu t'ouvres des cercles comme ça.
Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent ou qui t'aident ou Bah où oui, j'ai leur regard est vachement de important? chance. Ouais. Bah oui, oui, j'en ai, c'est formidable, Mm. ouais. Oui, parce qu'il y a des gens qui qui regardent mon travail depuis très longtemps, mais l'avantage, le temps passant, c'est que quand on vient à l'atelier, on voit très très bien comment tout fonctionne ensemble. Et surtout, j'ai fait un livre très très formidable. Oula. Elle a envie de se lever. Oh, non, 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 non. Il est encore emballé, mais Ouais. voilà, j'ai fait cette monographie. C'est fantastique C'est quelle chez Julien édition? Péberger Ouais. avec Clément Dirier, qui est mon éditeur et qui est un interlocuteur depuis très longtemps. Et c'était merveilleux parce qu'effectivement, construire un livre, construire cette géographie du travail avec Mm. quelqu'un qui le connaît bien, c'est du pain béni parce que on a pu très clairement, voilà. Donc oui, oui, on a tous, non? Toi aussi. Non, non, ça dépend des gens. Mais j'imagine que toi, parce que j'ai vu, par exemple, bah, d'ailleurs, on va en parler maintenant, comme ça c'est fait. Donc, dans tes écrits, tu mets beaucoup de photos de toi avec d'autres gens. Enfin, c'est Alors, attends, ça, c'est pas moi Ah, c'est pas c'était toi qui as voulu ça. impératif, c'est le principe de la collection. Moi, j'aurais D'accord. pas du tout voulu faire ça, Ah, ok. mais c'est le principe de la collection de mettre des photos de vernissage ou je sais pas quoi, Ok, ok. avec d'autres gens. Donc, j'ai souscrit au principe, mais D'accord. c'était Non, mais pas c'est pas de problème. un choix. C'est une incompréhension. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Tu m'as proposé deux écrits d'artistes. Alors, on va commencer avec Philip Guston. Ça vient de sortir à l'Atelier Contemporain. Ruez-vous dessus. On Ah a bah rencontré. oui, c'est Voilà. Et j'avais fait l'interview de François-Marie Desrolles, le directeur de l'Atelier Contemporain. Donc, vous pouvez aussi regarder l'émission sur YouTube. C'était pendant les hors-séries. Donc, un mec fou il a donc publié 200 livres en 10 ans, beaucoup d'écrits d'artistes. Et donc, pourquoi Philip Guston? parce que j'ai une passion pour Philippe Guston depuis 30 ans, mais vraiment depuis très, très, très longtemps. Une passion absolument dévorante. J'ai tous les livres sur Philippe Guston. Bah, j'ai une grande admiration pour lui. Je suis très émue souvent. Enfin, c'est vrai que ayant été assez isolée très longtemps, j'ai un goût des itinéraires singuliers. Et c'est vrai que Guston, quand on le voit renoncer à tout ce qui faisait son succès de la grande peinture abstraite américaine pour dire je peux plus faire ça et j'ai besoin, et ces petits tableaux qu'il fait dans les années 70 avec ces petits personnages qui ne sont pas des caricatures d'un autre qu'on désigne du doigt, mais qui sont nous-mêmes, comment on vit plus ou moins de la mascarade dans nos existences. Voilà, j'ai non seulement une admiration pour la peinture que je trouve c'est un immense artiste. J'ai rencontré son galeriste il y a très longtemps et qui m'a offert ses écrits en anglais à l'époque que j'ai dévoré, redévoré, relu. Et puis, quand on est très isolé, l'itinéraire des autres qui sont passés par des temps comme ça de solitude absolue, c'est très émancipateur parce qu'on se dit bon ben voilà. C'est Faut comme passer par là. la fameuse lettre de Sol Lewitt à Eva Hesse où il lui dit qu'est-ce qu'il faut, arrête de douter. Puis à la fin, il dit tu sais, moi aussi, quelquefois, j'ai envie de tout balancer à la poubelle. Et quand il écrit la lettre, son œuvre est absolument magnifiquement constituée. Donc pour moi, les écrits d'artistes sont une porte d'entrée merveilleuse. Et si j'ai une passion pour deux artistes, c'est pour ça que j'ai mis leurs deux livres, c'est vraiment Philippe Houston et Eva Hesse. Eh ben, Parce que, on y arrive. Donc, c'est Eva Hesse voilà. Diaries. Donc, ça, tu les as lus en anglais? Non, j'ai eu accès à Eva Hesse grâce à l'expo qu'avait fait Alfred Pacman au Jeu de Paume en 93. Et à la fin du catalogue, il y avait une traduction. Ça, je l'ai acheté chez Harper Peer beaucoup plus tard à New York. Hmm, Mais il y avait des extraits de son journal en français ok. et ça m'a complètement bouleversée parce que là, elle parle vraiment à l'époque. D'abord, c'est une artiste très, très singulière qui, comme tu le sais, fait des œuvres autant minimales que très gestuelle même, tout à fait. Donc moi, j'adorais cette espèce de façon de travailler plurielle. Et puis, tout ce qu'elle dit de son journal, de l'établissement de son identité en peinture comme femme à une époque de l'art minimal où elle a une liberté, elle, inouïe par rapport à l'orthodoxie de l'époque. Ça me ravit, je dois dire. C'est vrai que quand Bonnard fait ce qu'il fait à l'époque du suprématisme, quand Guston se met à faire de la figuration alors que seuls les huit, pardon, pas seuls les huit, mais que ses compères l'abandonnent, ne lui Hmm. parlent plus.
Et quand Eva SE établit son vocabulaire, c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment la liberté absolue de l'artiste, non seulement de lui-même à lui-même, mais par rapport à une mode et aux attendus de l'époque. Donc voilà, j'ai mis ces deux livres. Ils sont très beaux. Et alors, je suis désolé d'y revenir, mais c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Tu penses que ça t'a quand même modifié le fait de peindre dans une situation on va dire, qui était hostile? Et quand tu t'es retrouvé dans ton atelier à travailler aussi longtemps toute seule, il y a quand même Bah, ça crée quand même ça crée des conditions d'artiste qui sont quand même différentes que si on t'avait accueilli les bras ouverts ou je sais pas quoi. Enfin, oui, je comprends. Mais en fait, j'avais pas du tout le sentiment j'étais tu tellement sentais pas isolée l'hostilité. que j'avais Ok. aucune notion de l'hostilité parce que je n'avais aucune notion du milieu, je n'avais aucune notion Hmm. de rien. Moi, je suis sortie d'une école où j'ai fait un diplôme en cinéma et je connaissais rien aux galeries, rien à tout Hmm. ça. Et j'avais même pas l'idée qu'il fallait que je monte mon travail un jour, en fait. Donc, j'avais pas, c'est plus tard que j'ai trouvé ça compliqué quand j'ai commencé à montrer mon travail par bribes parce qu'effectivement, les gens avaient du mal à comprendre de quoi il en retournait. Donc, il a fallu Hmm. que j'avance, que je fasse des livres, que je fasse des expos pour que ça soit plus clair. Oui, parce Mais que même par rapport à un marché ou un truc comme ça, il y a quand même un enjeu d'avoir autant de cercles. C'est moins lisible pour les collectionneurs que. c'est vrai, Ouais. c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste, mais en même temps, euh, à partir du moment Je veux où pas que ça peut marcher, on hein, voit mais bien le travail, ouais, c'est un ouais. atout aussi, parce que enfin, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est très cohérent. On voit Hmm. bien que la colonne vertébrale, elle rayonne dans ces différentes séries, donc c'est toujours cohérent. Et justement, le livre qu'on vient de faire, il est absolument formidable pour ça, parce que j'ai vu, moi, les collectionneurs l'ayant en main, qui sont revenus pour acheter tel ou tel tableau, parce que tout d'un coup, tout était limpide. Mais tu as raison, c'est pas la façon la plus facile de travailler. Et Mais on après, fait ça pas fait de l'art des pour pas monographies les plus faire. variées, donc ça, on est content. Ouais. C'est rien de plus triste que les monographies obsessionnelles, là, où il y a tout le temps la même chose. Mm. Je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais, et tu m'as proposé une peinture de René Daniels, qui date de 85-87, voilà, qui fait 1,89 m de haut et 130 de large. Alors, Ouais. on voit un peu pourquoi, hein. Ah oui? Ouais, Bah ouais. oui, Bah oui, oui, attends, je descends dans l'ascenseur il y a avec un mon... espace, il y a l'espace du tableau qui est plat, enfin voilà, il y a des jeux comme ça de. Ouais. Alors, c'est pas forcément celui-là que j'aurais pris, mais Ah j'adore bon? René Daniels. Non, 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 mais Ah parce que ok. tu sais, quand on cherche... Non, mais j'aime beaucoup ce tableau. En plus, Hmm. il est en Il est couverture beau, hein. Il est en couverture d'un... Tu as vu, il est très primitif. Il y a aussi la référence, à mon avis, à Pierrot et tout ça. Il y a aussi un côté gustonien. Et il y a, oui, c'est l'atelier rouge aussi, hein. C'est la mise en abîme de l'atelier dans l'espace, Hmm. le tableau dans le tableau, etc. C'est un merveilleux peintre, René Daniels. Absolument merveilleux. Il a aussi fait des espèces de tableaux de cartographie de son travail, avec de l'écriture. La beauté des couleurs, là, c'est d'une fraîcheur. Ouais, j'aime énormément René Daniels. Ouais, et faut regarder son travail. Il a malheureusement eu un accident cérébral à un moment donné qui a fait qu'il a moins produit, mais il a une œuvre extraordinaire. C'est très très beau et oui, c'est vrai. Pour moi, cette façon de regarder la peinture en se disant on rentre dans un espace, mais on va encore rentrer dans un espace sans fin, sans fond et je trouve que c'est très beau. Ouais. Il Ça y a me aussi parle de la beaucoup. réserve comme thème. Ouais. Oui, tout à fait. Et alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais, et tu m'as proposé un tableau de Ernesto Sartori qui s'appelle Titolo Coupeau. Il date de 2020. Oui. Et tu l'aimes tellement que tu l'as acheté. C'est pas celui-là, Ah, mais c'est il est pas celui-là? derrière Ah moi. oui, il Pourtant, il ressemblait. est derrière moi, l'autre. Tu vois, Ok. voilà. Ah oui, je Voilà. crois que c'était le même. Ouais. Pardon. Oh, c'est très rare, hein. J'ai pas fait ça. Ouais, j'adore Ernesto. J'adore Ernesto. J'adore son travail. Son expo vient de se terminer chez Marcel Alix. Et oui, ben, je trouve que dans ce tableau qui est proche du mien, il y a vraiment cette déambulation dans un espace pictural où c'est très ludique. On se dit qu'on va pouvoir se promener, qu'on va arriver dans un endroit. Qu'est-ce que c'est comme échelle? Est-ce que c'est à l'échelle? Est-ce que c'est très grand, très petit? C'est hyper sensuel. Il y a un travail de la couleur merveilleux. C'est assez métaphysique. Moi, j'aime beaucoup la peinture métaphysique, pas au sens où elle nous pose des questions, hein, Hmm. où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on est, vers où on va.
Je trouve que il y a ce Il y a des carré bords, il y a des blanc. bords peints aussi, ouais, voilà. Bah, le carré blanc, les Voilà, petits bords peints. exactement. Ouais. Et quand on regarde de près, tu vois, tu as mis des gros plans, c'est super. On voit des choses Des rêches. écritures différentes, ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce travail. Ouais. Ouais. Trop Ernesto bien. Sartori est un peintre formidable, un artiste formidable. Alors, j'ai vu beaucoup de questions passer, donc je vais demander à Nice de les Ah, passer. Si Oui, tu bien peux, sûr. Nice. Oui, première Donc, question. Peindre sur un grand format est-il synonyme de grande difficulté, de grande peinture? alors, grande peinture, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, quand on dit les grands artistes, c'est grand, 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 je sais pas trop. Mais oui, alors c'est moi ce que je trouve, c'est que quand on peint, je le sens très bien dans mon corps, c'est quand je peins sur un petit format comme les prédelles, qui sont toujours des formats, des litiques 55 par 38, je contrôle de mon regard hein, la surface que je suis en train de faire. Ce que je trouve très beau dans les grands formats, c'est qu'on nage, on part, on livre son corps, on est plus petit que le tableau. Moi, j'aime beaucoup cette sensation quand je travaille d'être toute petite hmm. dans un espace qui me dépasse au sens propre et au sens figuré. J'aime bien être noyée dans la peinture. J'aime pas, j'aime bien perdre le contrôle, en fait. Et là, en ce moment, tu peins encore sur des toiles libres ou alors tu as des châssis, c'est plus. Non, les Big Big, ils sont toujours, quand j'en fais, je les fais toujours sur toile libre. Et là, le tableau d'histoire que je vais faire et qui attend depuis un certain temps, c'est un grand format, oui, très grand format. Hmm. Enfin, voilà, c'est le format des tableaux d'histoire de 2 mètres par 3 à peu près. Et quand tu dis tableau d'histoire, c'est un enjeu pour toi que c'est des tableaux qui sont faits pour durer, c'est-à-dire que dans 100 ans, il faut qu'on les regarde. Non, Non? c'est pas ça que ça veut dire. Parce que j'espère que les Big Big, on les regardera dans 100 ans. Je pense que ils sont Non, 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 les. mais bien sûr, mais ça, c'est. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu as une ambition comme ça, quand même, de jouer la peinture où tu dis, ben, bah, il faut que ça dure. Non, c'est tableau d'histoire déjà parce que tu sais, il y a cette grille de mots, c'est un double sens. Hmm, Déjà, il y a la grille de mots à l'intérieur, donc c'est bâti sur une trame de langage. hmm. Et en plus, c'est souvent en référence à des peintres de l'histoire. C'est ça, en fait, l'idée plus. Donc là, là, ça sera pas un peintre, c'est un cinéaste que j'adore qui s'appelle Apichatpong Cool. Donc c'est d'après une scène qui m'a hantée depuis que je l'ai vue il y a vraiment 7 ou 8 ans dans un de ses films Hmm. et que j'ai retenu et je sais très bien que je vais faire un tableau sur le thème du Caire. Voilà, donc peinture d'histoire, c'est parce que ça réfère à d'autres artistes. Euh, Mais c'est Autant pas un que... enjeu alors pour toi. Je Ah te ben piège bien un sûr peu, que hein. si. Non, Ah mais ben bien sûr. la durée, oui, oui, quand même. Ouais. Ah, la durée de mon travail. Ouais, le fait Oui, que mais ça. ça, on ne sait pas. Oui. Elle est timide. Très bien. J'espère. Non, on est C'est quand forcément. même c'est partie du jeu, Non, quoi. Ouais. ouais, en fait, non. Je sais pas la durée, mais je sais que quand j'étais petite, je savais que, bien sûr, j'avais envie de faire une œuvre singulière, hein. Enfin, je sais pas si c'était un moteur, Hmm. mais je me suis jamais, en tout cas, je ne me suis jamais cadrée ou je ne me suis jamais forcée à faire quoi que ce soit dont je pense que ça devait correspondre aux attentes. Non, parce que c'est quand même pas rien de faire des tableaux de 2 mètres sur 3 quand même. Il y a moyen, Mais c'est c'est une super. sacrée ambition. Ouais, mais c'est une sacrée ambition aussi. Ouais. Oui, mais c'est physiquement agréable. Et si on peut se le permettre, si on peut travailler dans un grand espace et si on peut se permettre d'acheter un grand châssis, c'est super agréable Hmm. parce qu'on est on est embarqué très différemment physiquement dans le travail de la peinture. Une autre question, Nils? Oui, en rapport avec la toile langage 7, est-ce qu'il y a une signification sur la dégradation du mot langage, le fait qu'on le discerne de moins en moins? Ah oui, c'est joli ça parce qu'il y a plus, même le E, On on le le voit fuit comme ça. quasiment plus. Ouais, ouais. Ouais, ben c'est comme il venait faire une boucle. Ça me fait penser ah ouais, ça me fait penser à deux choses. Une œuvre de Eva Hesse que j'aime beaucoup, j'ai oublié son titre, mais c'est un cadre. Et Mhm. puis il y a un morceau de métal qui sort du cadre comme si c'était un lasso qui venait vous chercher. Elle est magnifique cette œuvre. Ben c'est un peu ça, c'est que là le mot langage, ben en fait finalement il vient nous attraper puis il repart vers le fond du tableau où il va se fondre dans l'espace. Donc peut-être qu'il y a un peu ça, ouais. Et tu penses que le langage, on va dire, ouais, la langue, c'est premier ou c'est d'abord la lumière, c'est-à-dire le tableau? Enfin, c'est la question de la Bible. Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Est-ce que c'est attends, je vais y arriver. Est-ce que Euh, c'est Dieu avec son langage qui fait le monde ou est-ce que c'est la lumière d'abord? C'est-à-dire, parce que là, il y a Le aussi le fait. visible ou le visible, tu peux dire. Est-ce que c'est le visible Ouais, ou le visible? ouais. Ben pour moi, c'est les deux en même temps.
Il y a pas, tu fais pas de hiérarchie entre les deux. Non. Ok. Non, tu vois, c'est une très bonne question, Thomas, parce que justement, les peintures d'histoire, si tu regardes Olympia de près, il y a Hmm. vraiment, ma version d'Olympia, il y a Ouais. vraiment un texte Il y a plein de all mots. over Ouais. sur toute la toile. Donc Et, c'est que des termes qui décrivent des ouais, femmes, c'est ça, hein. C'est les synonymes maigreluche. du mot, Ouais. les synonymes du mot Synonyme. femme dans la langue française du Ouais. 12e au 20e siècle. Donc, c'est un travail très sociologique, sémantique. Hmm. Et après, Olympia, elle est peinte entre toutes. Et justement, j'ai pas peint les lettres sur la figure, ni la figure sur les lettres. Pour moi, c'est très important qu'ils arrivent dans des espaces qui se respectent mutuellement, qui se laissent respirer. Hmm. Et en fait, visuellement, on le sent parce que sinon, ça aurait été trop lourd, hein. J'étais venue peindre les mots sur la figure. Donc, c'est une façon de répondre picturalement à ta question. Il n'y a pas un qui vient avant l'autre. Hmm. Et dans la vraie vie. C'est-à-dire dans le réel, est-ce que le langage, il est pas. Parce que moi, j'aime beaucoup des philosophes comme Wittgenstein ou des choses comme ça qui te décrivent le fait que c'est presque impossible, qu'on n'arrive pas à l'attraper, quoi, qu'on n'arrive pas à attraper le réel. Donc, d'un coup, le visible est plus. Là, Le- ouais, enfin bon, je pose la Oui, question, hein. Ouais, ouais. bah, c'est sûr que le langage, c'est un moteur. Moi, il y a, par exemple, la série des Prédelles. J'ai très souvent des mots où je me dis, tiens, préface, c'est super à travailler en diptyque. Ou voilà, il y a des mots, ou border, Hmm. que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en Prédelle. Hmm. Le franchissement de la césure, c'est encore plus signifiant. Mais après, non, tu vois, T'avais joué aussi avec même une typo, comme le L de Elle ouais. Magazine, des choses comme Alors ça. ça, j'étais un peu paresseuse parce que c'est vrai que quand j'ai eu envie de travailler sur ces questions du féminin avec l'aile de Je trouve c'était beau, moi, je trouve que ça marchait bien. mais ça marchait. Voilà, j'en ai refait un avec une autre typo, mais voilà. Mais parfois, c'est des images. Tu vois, la Hmm. Madone del Parto, là, je viens de faire un tableau qui, pour moi, évoque très, très précisément la Madone del Parto, mais il y a pas de langage dedans. Et Hmm. voilà. Donc, je peux pas te dire que c'est toujours l'un avant l'autre ou comme l'œuf avant la poule ou Hmm. l'œuf avant. Une autre question, Nils? Oui, une dernière question. À un moment, en 2015, vous avez réalisé des autoportraits, les robes soulevées, avec du crayon de couleur sur toile. Pourquoi avoir abandonné cette technique depuis? Elle l'a pas abandonné, elle va le reprendre un jour. On a compris maintenant que c'était. Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce sont Bravo, des faux juste. Ouais, il C'est faut des faux petites juste. images que j'ai faites il y a très longtemps parce que à un moment, on me disait, oh, mais vous apparentez c'est de la peinture abstraite, ça fait penser à Martin Barré. J'adore Martin Barré. D'ailleurs, dans le catalogue du Palais de Tokyo, il y a des photos de tableaux de Martin Barré à la bombe qui sont pour moi des tableaux très, très performatifs et que j'adore totalement, Hmm. notamment les tableaux avec les flèches, là. Mais voilà. Et comme pour moi, cette question abstrait figurative ne faisait aucun sens, euh, un jour, je me suis dit, je vais faire des photos de mon corps au travail dans la peinture. D'ailleurs, ça annonce exécution de la peinture Hmm. mise Le en tableau scène. qu'on a vu avec le Mais Méné. Ouais. donc, j'ai fait plein de photos, mais comme ça, à l'atelier, moi ou avec des amis qui venaient poser. Et avec des pulls, des trucs, de la couleur, de façon un peu, justement, comme les primitifs, tu vois, des attributs, des choses avec lesquelles le corps peut jouer qui sont signifiantes. Et ces petites photos ont été incroyables. Et longtemps après, je me suis dit, j'ai eu envie d'en faire des grands dessins au plein de couleurs. Et là, ça, effectivement, ils font 2 mètres de haut. Là, c'est une nage qui dure des heures parce que le crayon sur de la toile blanche, il faut Ouais. passer, Faut repasser, gratter. repasser le Ouais. pigment pour faire monter la couleur. Mais c'est une technique que j'adore. Et je ne l'ai pas abandonnée parce que je vais rechercher, je ne vais pas trouver peut-être là pendant qu'on est à l'antenne, mais j'ai fait d'autres toiles tout à fait avec ce crayon de couleur que j'aime énormément. C'est une Surtout, t'en feras technique. d'autres. Pardon? T'en feras d'autres, c'est une J'en ferai promesse. d'autres. Ouais, je l'ai pas Ouais. abandonné. C'est une technique. Le crayon sur toile, c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Bon, bah, merci beaucoup, Agnès, hein, c'était vraiment super. Ben, merci à toi, Thomas. Merci aux gens de Twitch qui étaient là en plein été. C'est trop gentil de votre part. Merci beaucoup. Merci à Nils pour la réalisation. Et puis, happy truc en avance, Nils, puisque demain, c'est son anniversaire. Et Ah voilà. Et ben, bah, vous pouvez joyeux retrouver le replay de anniversaire. l'émission dans 1 heure, à peu près, sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.